I'd like to take the opportunity on behalf of Hewlett-Packard and the panel to thank the Kingdom of Morocco for organizing this conference. And without further ado, I would like to introduce from the Ministry of Education, Mr. Younes Benaki, who is a Director for General Affairs and Budget. Mr. Benaki. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'emblée de vous exprimer tout le plaisir qui est le mien d'intervenir au nom de Madame la Secrétaire d'État, Latifa El Habida, que je remercie au passage pour l'honneur et puis la confiance qu'elle a placée en moi. Alors le sujet qu'il m'est donné d'exposer aujourd'hui concerne, qui est un vaste sujet, comme vous pouvez vous en apercevoir, qui est le financement du système éducatif. Vaste sujet au regard des quelques minutes qui me seront données pour l'approcher, est un sujet qui est éminemment complexe. Et bien sûr, c'est un sujet qui, bien sûr, ne pourra être appréhendé qu'à travers un certain nombre de mesures d'optimisation et de raccourcis et de déformation professionnelle. Donc, pour employer un euphémisme, vous ne serez pas privé de chiffres. Alors, quels sont les points qui seront abordés à travers ce sujet? Premièrement, je m'attacherai à mettre en évidence le contexte et les cadres de référence pour passer en revue les grandes finalités du secteur de l'éducation et de la formation, pour mettre un petit focus sur les différents intervenants qui entrent dans le cadre du financement de l'éducation, quelques chiffres sur le budget du département de l'enseignement scolaire, et puis un focus sur la gouvernance et les différents leviers d'amélioration en vue d'optimiser ce diram pédagogique pour ouvrir avec un certain nombre de perspectives d'avenir. Alors, s'agissant du contexte des cadres de référence, je me suis arrêté, j'aurais pu aller aux objectifs du millénaire, au traité, mais je me suis quand même arrêté, chauvinisme oblige, au niveau de la Constitution. Toute nouvelle Constitution qui vient d'être actée, comme vous le savez très très bien, le 1er juillet, qui a été soumise à un référendum et qui, tout en reprenant les articles de l'ancienne Constitution, a sublimé, reprécisé, explicité le droit à l'éducation, un droit humain sublimé, où, à travers l'article 131, les différents intervenants, l'État, ses démembrements et les collectivités territoriales doivent œuvrer à mobiliser tous les moyens disponibles pour favoriser une éducation moderne, accessible et de qualité. J'ai choisi l'article 35 également pour dire que au même titre que tous les secteurs, le secteur de l'éducation et de la formation, qui ne peut pas subir la même marchandisation que les autres secteurs, est quand même ouvert à l'initiative privée, et ceci est stipulé par l'article 35, qui rappelle que le droit de propriété est garanti et que l'État garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Le troisième article que j'ai choisi, c'est l'article 168, qui acte la constitutionnalisation du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, qui est une instance consultative qui intervient en amont et en aval des politiques publiques. Elle intervient en amont en ce qu'elle émet des avis lorsqu'elle est saisie pour toute question qui touche l'éducation, et en aval en ce qu'elle procède à une évaluation des politiques publiques éducatives. Alors, je passerai, hiérarchie des normes oblige, à la loi numéro 400, qui est relative à l'obligation de l'enseignement fondamental, où il est expressément stipulé que l'enseignement fondamental constitue un droit et une obligation pour tous les enfants marocains des deux sexes ayant atteint l'âge de 6 ans. Et l'État s'engage à leur assurer cet enseignement gratuitement dans le plus proche établissement d'enseignement public de leur lieu de résidence. Quel engagement! La Charte nationale de l'éducation et de la formation, qui est un petit peu notre Bible, notre document de référence, qui a bénéficié, comme vous le savez très bien, d'un consensus général et qui a été produite par un comité, une commission ad hoc, la COSEF, a prévu des articles spécifiques. Donc cette Charte nationale, c'est un peu une feuille de route structurée dans un segmentant de 10 ans,
donc pour toute la décennie de 2000, qui ne se borne pas uniquement à mettre en évidence un certain nombre de finalités, mais met en évidence également les objectifs et les résultats attendus, et puis les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Donc j'ai choisi quelques articles pour mettre en évidence, et toujours en lien avec le sujet que je me propose de présenter aujourd'hui, c'est que l'article 170, c'est que l'État, donc ce qui confirme un petit peu ce qu'on a vu dans le cadre de la loi, donc l'État continuera à supporter la majeure partie des charges de l'éducation et de la formation et s'engage au long de la décennie nationale à atteindre les objectifs fixés dans la présente charte dans tous les domaines. Et puis, l'État, donc de point de vue purement budgétaire, l'État s'engage à augmenter régulièrement de 5% chaque année le budget du secteur. Alors, pour permettre une pérennisation de toutes les allocations budgétaires qui sont injectées dans le système éducatif, il a été prévu de procéder à l'examen de la possibilité d'instituer une sorte de fonds, une contribution nationale qui va permettre de sécuriser beaucoup plus ces enveloppes, qui va être affectée au financement de l'enseignement. Et son produit va être versé dans un compte d'affectation spéciale, dans un fonds réservé au soutien des opérations liées à la généralisation de l'enseignement et à l'amélioration de sa qualité. Pour l'instant, cette mesure n'a pas encore été actée, faute d'un consensus avec les différents départements ministériels. Mais c'est toujours dans le pipe. L'article 171 convoque la responsabilité des collectivités locales, qui doivent également participer dans le financement du secteur. Et puis, l'article 163 fait référence à la contribution du secteur privé, qui est considéré, comme vous le savez, comme un partenaire principal aux côtés de l'État pour promouvoir le système d'éducation et de formation, bien sûr, avec un pilotage et une assistance des services dédiés au niveau du département. Alors, une fois que cette ambitieuse charte, cette ambitieuse feuille de route a été actée, il a été constaté à l'aube de la session parlementaire de la 8e législature, et ceci a été bien sûr solennellement exprimé dans le cadre du discours de Sa Majesté à l'ouverture de la dite législature, il a été constaté que beaucoup d'avancées avaient été réalisées, mais que beaucoup de défis continuaient, devaient être encore relevés. Donc, sur cette base-là, les principales finalités qui étaient contenues dans la charte ont été reprises dans le cadre de ce discours solennel pour faire de la mise à niveau du système d'éducation et de formation une priorité nationale. Donc, c'est la deuxième priorité après l'intégrité territoriale. Et puis, chose très très importante, c'est de mettre en place un plan d'urgence pluriannuel doté de moyens financiers indispensables à la consolidation des acquis du système et à l'amélioration de son rendement et de ses performances. Donc finalement, ce discours solennel a donné le la à la mise en œuvre d'un ambitieux programme, le programme estampillé Programme d'urgence 2009-2012, qui se veut une feuille de route, qui traduit l'accélération de la réforme du secteur et qui donne un second souffle à la réforme du secteur avec, bien sûr, et c'est une conjonction astrale, de réelles opportunités, une enveloppe pluriannuelle sécurisée autour, je vous donne un chiffre, autour de 50, un peu plus de 50 milliards de dirhams, avec, bien sûr, une contribution substantielle de l'État, une mise à contribution des bailleurs de fonds, bien sûr, et puis du fonds Hassan II pour le développement. Donc cette enveloppe qui est sécurisée et qui est déclinée sur une base, un horizon pluriannuel, va bien sûr nous donner les moyens, est censé nous donner les moyens de nos ambitions. Quelles sont les grandes finalités, pour les rappeler très rapidement? Premièrement, c'est de rendre effective l'obligation de scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans, stimuler l'initiative et l'excellence au lycée, améliorer en trame de fond la gouvernance du système éducatif, et puis améliorer le rendement et la qualité des ressources humaines. Alors, quels sont les intervenants dans le financement de l'éducation? Permettez-moi de faire une petite incursion dans les concepts de la comptabilité nationale pour mettre en évidence trois principaux intervenants. Comme vous le savez tous, ce sont les administrations publiques, l'État et les collectivités locales, les ménages, qui apportent des contributions directes, et puis les institutions privées qui, avec non lucratif et investisseurs privés qui interviennent également, outre les partenaires extérieurs et les ONG externes. Pour vous donner un petit topo sur ce sujet, et malgré le fait que les données commencent un petit peu à dater, mais il est toujours important de voir que les fonds publics continuent
à avoir un petit peu disons, la part du lion en matière de contribution, autour de 60%, les fonds privés autour de 40%, et puis, epsilonesque, toute la marge, tous les gisements de productivité qui restent à mettre en œuvre et à engager dans le cadre des contributions des ONG et de la coopération externe. Ça, ce sont des chiffres qui datent des comptes enfin, qui sont retracés dans les comptes nationaux de l'éducation 2003 à 2004. Ça a changé depuis.